connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans le tout premier épisode de la saison des séries, podcast qu'on a lancé il y a maintenant 3 ans. Je suis ravi de la retrouver dans cette émission et elle s'appelle Alexandra. Salut Alex. Salut Junior, tu vas bien ? Oui, très bien. Et toi ? Ça va, ravi de revenir. La majeure partie des gens connaissent Hélène, mais Alexandra, c'est la pionnière, c'était ma première complice. Voilà, puis ça me fait des vacances quand elle est moins là, donc... Ah bah merci, ça fait plaisir. Non, je plaisante. Sois à nouveau la bienvenue, évidemment. Au programme, aujourd'hui... une série française, Bardot, biopic, enfin c'est pas vraiment un biopic d'ailleurs, mais consacrée à l'immense star de cinéma sur une période qui va des années 50 aux années 70. À la création, les réalisateurs et scénaristes mère et fils, Daniel et Christopher Thompson. Que valent les 6 épisodes qui composent cette mini-série? Des éléments de réponse avec Alex, juste après un premier extrait. Brigitte, vous êtes la plus grande célébrité cinématographique du monde. Action! À quoi ressemble votre vie? Ma vie ressemble à une grande prison. Attention! Attendez, le monde entier la réclame? Et vous, son agent, vous ne savez pas où elle est? Elle est libre. Je suis fou de toi. Je n'ai jamais aimé, je n'aimerai jamais personne comme je t'aime. Faut que tu me laisses partir, Vadim. Tu seras toujours seule, Brigitte. T'en as rien à foutre des autres. J'arrête. Ne la lâchez pas, c'est une mine d'or cette gamine. Je veux pas de cet enfant, maman. La fille. C'est elle. Auteur. Sachez que cet épisode contiendra des spoilers, donc si vous n'avez pas vu la série Bardot, je vous invite à courir sur la plateforme France.tv, à regarder les 6 épisodes et à revenir nous écouter afin de ne pas être divulgaché. Voilà, vous êtes d'ores et déjà prévenus. Cette série débute quand Brigitte Bardot est une ado qui vit dans le 16e à Paris. Elle, qui a grandi dans une éducation stricte, se trouve profondément moche et ne se sent pas franchement aimée. C'est pour ça qu'une fois adulte, elle s'autorise à s'affranchir de sa famille et à envoyer valser tous les codes établis grâce à sa rencontre avec celui qui sera son premier amour, un certain Roger Vadim. En 1956, Vadim sort le film qui fera de Bardot une véritable icône et Dieu créa la femme. Bardot, désormais star et femme fatale sur grand écran, incarne ainsi la liberté sexuelle et l'émancipation des femmes, ce qui ne plaît pas à tout le monde au point que la jeune actrice soit obligée parfois d'affronter une frange de la société totalement hostile au phénomène bébé. Pour commencer, Alex, qu'est-ce qui t'a poussé à mater cette série et globalement, qu'as-tu pensé de cette fiction Bardot ? Alors moi j'adore les années 50, 60 en général, surtout au cinéma. J'adore tout ce qui est vintage. Dès qu'il y a un biopic ou un simili-biopic du style Marilyn Monroe, je cours. Donc là, même si Brigitte Bardot en général m'intéresse beaucoup moins, je me suis dit tiens, ça peut être super sympa. En plus, on peut avoir des belles images. Donc, je m'imaginais déjà des super belles images, une sublime photographie de Saint-Tropez, entre autres. Et je voulais un truc léger à mater, en fait. Et puis, d'ailleurs, nous l'avons découvert en avant-première mondiale, cher Junior, lorsque je t'ai traîné au festival Sérimania à Lille le 18 mars dernier. Oui, traîner, c'est le bon terme. Hein. Non. Non, en vrai, on va pas se mentir. C'est moi qui avais repéré Bardot et je t'ai proposé de m'accompagner, en fait. Oui, et puis j'adore ce festival. Vraiment, si vous avez l'occasion de venir un jour, de vous rendre à Lille, vraiment allez-y. C'est un
très bon festival et on a pu découvrir en effet les 2 premiers épisodes sur grand écran dans ce très bel endroit qu'est le Nouveau Siècle à Lille. Globalement, Alex, du coup avant que je prenne le relais, qu'est-ce que tu as pensé de Bardot ? Je te l'avais dit tout de suite en sortant du Nouveau Siècle à Lille. J'avais trouvé ça décevant. L'image n'était pas aussi belle. J'avais quand même des attentes beaucoup plus exigeantes. Et je pense que je t'avais dit que le grand écran, c'était peut-être pas du tout adapté, puisque c'est une série. Et que le grand écran, il faut une belle image, quelque chose de qualité, et pas du truc un peu téléfilm, cheap, quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai poursuivi le visionnage des autres épisodes, donc sur un petit écran, là, ça m'a moins choqué, le côté cheap, en fait. Donc vraiment, le cinéma, c'est le grand écran, c'est fait pour aller voir de la photographie esthétique. Et donc sur petit écran, ça passe mieux, Bardot, finalement. Mais ça reste quand même bien décevant parce que on va en parler ensuite, mais les acteurs sont pas forcément extra. Les répliques, elles sont parfois un peu... on frôle le grotesque. Donc, Aura des pâquerettes. Aura des pâquerettes, ouais, on va y revenir. J'ai plein de citations. Je suis pas sûr que ça passe le test de Bechdel, cette histoire. Mais véridique. Pour ma part, je suis pas non plus hyper intéressé et fasciné par Bardot, que je connais dans sa période femme âgée, d'un autre temps, qui c'est de notoriété publique, hein, a des idées bien, très à droite, mais aussi bien évidemment pour son combat pour la cause animale. Voilà, mais quand même, je voulais quand même aller avec toi découvrir ce Bardot parce que je me demandais comment France 2, qui fait quand même des choses assez quali depuis quelques années et bien sûr depuis 10%, c'était toujours intéressant de jeter un œil sur une création de France TV. Là, j'avoue que je te rejoins, c'est totalement déceptif. Alors au-delà de la qualité d'image et tout qui est très propre, c'est marrant parce que moi je pense un peu l'inverse de toi, c'est propre pour la télé. C'est un peu violent pour les Thompson, mais bon, tant pis, j'assume. Ça manque un peu de romanesque pour moi. À aucun moment on est porté par ce qui arrive à Bardot. À aucun moment on a une pleine empathie pour elle, alors qu'on prend son parti, un peu comme on avait pu le commenter dans Pam et Tommy. C'est une série qui vraiment se place du côté de Bardot aussi comme étant une victime, mais à aucun moment j'ai été emporté. Il y a certains comédiens qui s'en sortent bien, d'autres qui ont des prestations plutôt anecdotiques, et ça donne une série qui malheureusement l'est tout autant anecdotique. J'ai pas franchement adoré, et c'est drôle parce que juste avant cet enregistrement j'ai vu le pilote, revu le pilote, et je trouve qu'il remplit bien sa mission de nous poser tous les rails qu'on va parcourir, tous les chemins qu'on va parcourir, mais à aucun moment il arrive à rendre le voyage intéressant. Donc c'est vraiment une série malheureusement pour moi dispensable. Mais on va quand même sauver certains éléments promis comme on le fait à chaque fois dans cette émission. Je voudrais juste rappeler, tu parlais du casting Alex, que dans cette fiction on retrouve Julia de Nunez, Victor Belmondo, Hippolyte Girardot, Yves Attal et Géraldine Pellas entre autres. Alors juste une petite aparté, pour les fans de la série Ici tout commence, Michael Mittelstadt, qui joue le rôle de Gilbert Bécaud, joue aussi dans cette série, donc pour TF1. Dans la série de TF1, c'est Greg Delobel. Et un autre acteur aussi, celui qui incarne Sacha Distel dans Bardot, il joue Louis Guinaud dans Ici tout commence. Voilà. Toi, j'aimerais beaucoup avoir ton regard sur le casting, Alex. Déjà, parler du casting et aussi évacuer cette question. Est-ce que la jeune Julia de Nunez, premier rôle à la télé, premier rôle devant une caméra tout court, est-ce que la ressemblance avec Bardot est à la hauteur ? Alors, elle n'est pas la plus mauvaise dans cette série. Son jeu, je trouve qu'elle le défend assez bien. C'est même plutôt courageux de s'attaquer à un monstre pareil. Concernant la ressemblance, on aurait pu avoir pire. Mais moi, la ressemblance, quand il y a des biopics ou des presque biopics, c'est pas ce que je recherche forcément. Par exemple, si on repense à des biopics, des interprétations pour le rôle de Marilyn Monroe, on n'est pas obligé d'avoir une compico conforme de l'actrice pour avoir quelque chose de très très intéressant.
Donc c'est pas forcément... Enfin, on veut pas tomber non plus dans une imitation caricaturale. On n'est pas là pour ça, quoi. On lui a reproché un manque de ressemblance physique, alors que franchement, avec un petit coup de maquillage et une coiffure emblématique, ça va, ça fait le job. On peut pas exactement avoir la même chose, surtout au niveau de la voix. Certes, elle n'a pas la voix de Brigitte Bardot, mais quand même, je trouve qu'il y a un effort de diction qui fait très années 50, années 60 à Paris. Et moi, ça, c'est pas ce qui m'a choquée. Et c'est suffisant, hein. Le phrasé, de toute façon, dans les années 50 était différent. Mais donc, oui. Et je trouve qu'elle le tient tout le temps. Là, pour le coup, j'imagine qu'elle a dû beaucoup bosser. Il me semble qu'elle a seulement 20 ans, cette actrice. Au moment du tournage, oui. Ouais. Donc, moi, je pense que ça va, quoi, quand même. Ça passe. Et pour la petite histoire, Alex, d'ailleurs, elle a 20 ans. C'est son premier rôle, comme je l'ai dit, devant une caméra. Et en fait, elle est toujours en train de suivre des cours de théâtre. Elle les suit dans l'école Périmonie, une école d'art dramatique par laquelle est passée Camille Cotin. Oui. Ou encore André Dussolier, c'est pas mal, hein. Et elle a répondu à une annonce. Elle avait on cherchait une jeune femme entre 18 et 22 ans, ayant une certaine ressemblance avec Bébé, sans pour autant être un sosie. Et elle avait reçu comme consigne de la part du corps professoral et tout, surtout rester concentrée sur la formation, on n'acceptait pas des castings ou quoi. Premier casting, et elle a été prise directement. Et il me semble que Cluzet est passé par cette école aussi. Donc, tu me l'apprends. C'est une école quand même qui dégage des comédiens, des comédiennes charismatiques, donc ça va, quoi. Elle l'a pas volé le rôle, tu vois. Justement, en parlant de voler le rôle, contrairement à Victor Belmondo, tu vois, que je trouve pas foufou, et qui joue le rôle de Vadim, je trouve que son interprétation, elle est assez médiocre. En plus, il y a un truc qui joue contre lui, c'est qu'il ressemble beaucoup à son grand-père jeune. Oui. C'est troublant. Et peut-être que ça aussi, moi personnellement, ça m'a un peu perturbé. Mais la qualité de jeu, en effet, elle est pas ouf. Et il n'est pas le seul à être le petit-fils d'eux dans cette histoire. On a le petit-fils de Jean-Louis Trintignant. Et c'est Jules, on dit Benchetrit. Jules Benchetrit, il est le fils de Marie Trintignant et de Samuel Benchetrit. Il est pas fou non plus. Parce que je suis allée checker, je me suis dit, tiens, les noms quand même, est-ce que c'est de la même famille qu'eux ? Et en fait, oui, donc on se demande si finalement ce casting et puis d'autres, pas forcément le casting, c'est juste du piston, tu vois. Ah non, on va pas aller sur le débat des Nepo Babies. Hein. Oh là là. On a assez sur Twitter. Hein. Après, au casting, Yvan Attal, je trouve que je l'ai jamais... il a jamais été aussi mauvais dans son rôle de producteur grossier, caricatural. Moi, j'y crois pas. C'est trop. De toute façon, on va les repasser en revue toutes ces prestations-là. C'est vrai que le casting est assez inégal. Peut-être que le seul qu'on pourrait sauver, c'est Louis Do de Lanxin, qui incarne Clouseau, oui. Qui est un Clouseau assez détestable d'ailleurs. Que moi je sauverais, parce que dans le genre pourriture, vieux cinéaste, avec des vieilles méthodes où il pousse dans ses derniers retranchements ses comédiens, il l'incarne plutôt bien. Mais tu trouves pas que c'est des rôles un peu faciles, ça? Les rôles de salauds, ils sont souvent plus faciles, je trouve. Faut trouver le ton juste. Hein. Quand tu vois Django Unchained avec le premier rôle de méchant de DiCaprio, quand t'as été habitué à voir pendant... je ne sais pas, plus d'une décennie DiCaprio que dans des rôles de gentil, tu le vois d'un coup en méchant, faut arriver à le tenir, tu vois. Et ça m'a fait bizarre de voir au départ DiCaprio en méchant dans ce film de Tarantino, puis il faut un temps pour s'y faire, et là tu le trouves bon, mais tu vois. Enfin, je sais pas, c'est une interprétation perso. Je m'appelle Brigitte, j'ai 15 ans. Vous avez déjà fait du cinéma ? Jamais. Et je suis danseuse. J'ai déjà fait quelques photos pour des magazines. Très bien. On va pouvoir commencer. Vous avez appris votre texte ? Oui, je crois. Vas-y, Jérôme. Il y a des mots qui perdent leur sens à force de les avoir trop souvent dit. Pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est différent. Je suis désolée. On pourrait recommencer. Coupé. C'est coupé, merci. Dans tout ça,
Tu expliques que la série est décevante, mais j'aimerais quand même savoir si dans cette série tu as appris des choses. C'est pas un documentaire, évidemment, c'est une série basée sur des faits réels, mais c'est une pure fiction. J'aimerais quand même savoir si cette série t'a permis d'apprendre certaines choses. Alors, j'ai été particulièrement frappée par la méthode de test de grossesse qu'on voit dans la série. C'est-à-dire, on prend l'urine et on l'injecte dans l'utérus ou je sais plus quoi, dans les ovaires d'une lapine. Et là, on voit la réaction. Si je me souviens bien, si elle ovule, c'est que du coup, l'urine, elle est, c'est positif. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce qu'on faisait vraiment ça à l'époque? Donc je suis pas allée me renseigner pour voir si on faisait vraiment ça à l'époque, mais j'imagine que oui, quand même. Alors, ça n'a rien à voir avec Brigitte Bardot, ou presque. Mais oui. Ça, j'ai trouvé quand même ça assez incroyable. Surtout qu'après, on les tuait, les lapines. Ça fait quand même assez cher le test de grossesse quand même. Au niveau éthique, là, c'est quand même assez scandaleux. Pourtant, j'irai pas sauver les bébés phoques, tu vois, comme l'a fait Bébé. Enfin, j'ai rien contre les bébés phoques. Hein. Au secours, si on a des auditeurs véganes... VG, protecteur des animaux. Non, tu vois, elle a été caricaturée Bébé dans les années 90 par rapport à ses bébés phoques. Mais on ne savait pas pour les lapines en fait. Tu vois, on ne savait pas que ça avait été un peu peut-être le début du début. Alors, nous avons observé à la loupe les ovaires de la lapine. Nous avons bien constaté la présence de HCG. HCG ? C'est l'hormone de la grossesse. 3 jours après l'injection de votre urine dans les ovaires de la lapine, elle s'est mise à ovuler. Vous êtes enceinte, madame. T'es 100% certain ? 100%, mais ce test est très fiable. Si vous y tenez, nous pouvons recommencer sur une autre lapine. Pardon ? Nous pouvons réinjecter votre urine dans le ventre d'une autre... Elle est où ? Qui ça ? La lapine. Nous avons dû opérer une ablation des ovaires, mais elle se porte bien. C'est inhabituel, mais vous avez tellement insisté. Toi, moi, tu tomberas pas enceinte. J'ai trouvé ça d'une lourdeur sans nom. L'exposition de la lapine qui sert de révélateur, quoi, pour savoir donc s'il y a l'hormone qu'on sécrète quand on est enceinte. Et ensuite, elle ramène le lapin chez elle. J'ai trouvé ça grossier. Et vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. C'est... En parlant de grossier, moi j'ai trouvé que le petit chat est mort, la fameuse réplique. Là, c'était clairement... Là, on était dans le grotesque. Comme la scène de sexe aussi, d'ailleurs, de Bébé. Ah non, faut pas qu'on couche ensemble, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. On a compris que c'est pour pas tomber enceinte. Enfin, je demande pas de la subtilité dans toutes les scènes, mais quand ça se répète comme ça, c'est usant, quoi. Là, il y a un vrai défaut d'écriture. Oui, non, alors l'écriture, c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans cette série. C'est même, je pense, le gros défaut. Et ça rend pas du tout justice. En fait, oui, dans l'écriture, il y a un gros problème de raccourci. Déjà sur la carrière de Brigitte Bardot. Parce qu'au lieu de se concentrer vraiment sur sa carrière, parce qu'il y a des ellipses, il y a des oublis, à un moment, dans le pilote, tu comprends pas comment on passe de elle répète, entre autres avec Vadim, des grands classiques. Alors oui, on comprend comment elle en arrive à faire un premier succès, mais après, tu vois, il y a des raccourcis, tu comprends pas comment évolue en détail sa carrière. Par contre, là, sur les coucheries, ces histoires de fesses et ces histoires d'amour, là, on n'a que ça. Et à un moment, ça devient caricatural. On a envie de se dire, allez, c'est qui le prochain, à qui le tour. Et donc aussi, on montre aussi surtout ses faiblesses. On la montre un peu comme une hystérique qui a tendance à être dépendante affective, suicidaire, accro au médoc, qui fait la fête, voilà. Dès le pilote, elle fait une TS, d'ailleurs, une tentative de suicide. Bah oui, est-ce que ça lui rend justice ? Parce que par exemple, Marilyn Monroe, oui, c'est une comparaison facile. Marilyn Monroe, c'est clair qu'elle a eu des phases en dents de scie par rapport à la dépression,
au fait de prendre de la merde. Mais dans les biopics qu'on a pu voir, on n'avait pas un personnage aussi pathétique, tu vois. Certes, il y a forcément des moments pathétiques, mais Marilyn Monroe, on la voit quand même comme une femme un peu plus forte, un peu plus ambitieuse, qui est consciente de ce qu'elle fait. Oui. Pour les auditrices et auditeurs, cite bien ta source, s'il te plaît. Tu nous parles de quel biopic ? Est-ce que tu parles du dernier biopic sur Marilyn sur Netflix ? Est-ce que tu parles d'autres films ? Les deux. Celui avec Michelle Williams. Oui, My Week with Marilyn. Oui, et puis le dernier sur Netflix également. Si je dis pas de bêtises, s'appelle Blonde, celui avec Anna de Armas. Oui, voilà, pardon, j'avais plus les noms. Et là, je me suis pas dit la pauvre fille. Alors que là, dans Bardot, clairement, au bout d'un moment, on n'en peut plus. On se dit, mais quelle pauvre fille, en fait. Et en aucun cas, on a essayé de montrer à l'écran une femme forte, une femme qui fait carrière. À cette époque-là, elle est une des premières, donc c'est pas facile. On se fait facilement insulter de pute. Et en aucun cas, on voit une nana ambitieuse. Alors certes, elle assume. T'es sûr de ça ? Parce que, allez, je vais jouer le rôle de l'avocat du diable. Il y a quand même, de façon récurrente, cette question de ce besoin de liberté qui est le sien. Dès le pilote, elle dit à ses parents, quand elle avoue qu'elle couche avec Vadim, leur histoire, elle est horrible. Hein. Elle a 15 ans, Vadim en a 21, et elle couche avec depuis 3 ans, et à l'âge de 18 ans, elle peut l'épouser. Donc elle balance à ses parents qu'il la pense encore vierge, qu'elle a des rapports depuis 3 ans. Et surtout, il y a une réplique qui m'a marqué, c'est « Vous m'avez tellement enfermé que je sais ce qu'est la liberté ». Donc il y a aussi ce combat-là pour être libre, pour pouvoir ne pas arriver sur les plateaux avec un pot de maquillage sur la tronche. Elle a envie de ne pas ressembler à d'autres comédiennes. Elle a envie de danser, elle a envie d'amener ses propres propositions aussi. Dans un monde où dans les années 50, tout ça est impossible. J'ai l'impression que tu occultes un peu ça. Mais la liberté, on va pas la chercher dans le mariage. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, elle a pas d'autre échappatoire. C'est le mariage ou rien. Et de toute façon, t'as vu combien de fois elle s'est mariée, combien de fois elle a divorcé. Elle y croyait pas elle-même. Mais je pense qu'elle voulait quand même un peu rentrer dans le moule et qu'on lui foute la paix. Parce que dès que tu te maries, à cette époque-là, c'est acceptable. Mais pour prolonger ce que tu dis, dans cette soif de liberté, cette soif de suivre ses envies, elle ne s'empêchait pas d'être infidèle, alors qu'on sait la gravité de ce que c'est que d'être infidèle dans ces années-là. Mais est-ce qu'on avait besoin d'en voir autant tu vois, là vraiment ça fait à la chaîne et moi c'est ce qui m'a dérangé. Est-ce qu'on doit limiter ce qu'on montre d'une femme à ses coucheries et la montrer comme dépendante affective à un point où ça devient pathétique et moi je suis désolée, à plusieurs reprises je me suis dit mais la pauvre fille, surtout quand elle fricote avec Gilbert Bécaud, le gros salaud de service. Elle va jusqu'à être enfermée dans les toilettes pour pas être vue. On l'oublie, on la laisse pas assister au spectacle, on la laisse rien faire. Et moi j'ai adoré justement quand au bout d'un moment elle lui dit à la fin Gilbert va te faire foutre quoi. Oh mais c'est Gilbert Bécaud là-bas. Là-bas devant le restaurant. Mais oui c'est lui, je le connais. Gilbert, viens. C'est fou. Ça fait 2 heures. Non, pas 2 heures, 2 jours, 2 nuits, 2 mois que je t'attends. Viens. De quoi t'as peur? Il y a que des amis ici. Ah oui. Vous l'avez reconnu? C'est bien lui. C'est Gilbert Bécaud. Viens. C'est ton public. Ils t'attendent. T'es trop lâche, hein? Pourquoi il vient pas? Je savais pas qu'il se connaissait, moi. Va te faire foutre, Gilbert. Ça, c'était quand il avait fait poireauter dans la voiture pendant des heures et des heures. Mais il neige en plus. Et t'imagines qu'à l'époque, une voiture comme ça, mais ça te protège pas du froid. Et elle met quand même un certain temps à avoir le déclic. Parce que dès qu'elle ouvre le tiroir avec les cravates à pois, elle se rend compte que la cravate que Gilbert Bécaud lui a donnée, c'est pas un unique exemplaire. Et c'est en fait, le type, il distribue ça à la chaîne pour pécho des jeunes filles, quoi. Mais rien que quand elle ouvre le tiroir, mais pourquoi elle se barre pas? Il faut encore qu'elle soit humiliée dans les chiottes
Ensuite, on l'oublie carrément. Et en plus, l'autre, là, j'imagine que c'est l'agent de Beko qui lui dit « Ah, d'ailleurs, vous êtes là, bah, je vous cherchais. » Alors qu'en fait, et elle lui dit clairement « Mais vous foutez de ma gueule. » Et non, il la cherchait pas. Et après, il est dans la voiture. Enfin, et là, on dresse quand même le portrait d'une fille qui n'a pas assez de recul, qui se laisse avoir par les hommes. Et qui répète maintes et maintes fois « Je vais me tuer si je vais mourir si on nous sépare. » Oui, après, en plus, le problème, c'est qu'on l'a fait passer pour une hystérique qui va faire du chantage affectif, etc. Et ça, c'est ultra malsain. Mais on se dit pas qu'elle, derrière, elle est dénigrée, elle est cachée. Enfin, il y a peut-être des hommes qui ont eu honte, en fait, de fréquenter Brigitte Bardot. Parce que c'est pas une fille convenable, parce que c'est une Marie couche-toi là, etc. Enfin, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Rappelons que dans la série, on y dépeint les relations qu'elle a entretenues avec Vadim, Roger Vadim, Gilbert Bécaud. Je ne savais pas d'ailleurs qu'ils avaient été ensemble. Jean-Louis Trintignant ou encore Charrier, dont j'oublie le prénom. Jacques Charrier. Donc voilà, on dépeint toutes ces relations-là. Et d'ailleurs, avec Jacques Charrier, donc dans les années 90, pour la petite histoire, elle a sorti une autobiographie et elle dit qu'en gros, elle voulait pas d'enfant avec lui parce qu'il était violent. Et d'ailleurs, Jacques Charrier, il a sorti ensuite son propre livre qu'il a intitulé Ma réponse à Brigitte Bardot. Et en fait, c'est un règlement de compte, quoi. Donc au final, on pourra jamais savoir, quoi. Pour ceux que ça intéresse, la série s'est basée sur le livre qu'avait sorti Brigitte Bardot et qui s'appelle Bébé aux éditions Grasset en 96. Oui, et Jacques Charrier, il répond chez Lafon. La série fourmille de plein de choses, mais les expose toujours d'une façon où c'est tellement plat que ça en devient inintéressant, malheureusement. Oui, c'est plat, alors qu'on aurait pu traiter la chose, alors certes peut-être d'un point de vue légèrement anachronique, parce que par exemple le fait aujourd'hui d'assumer le regret d'être mère, le regret de la maternité, sans pour autant renier complètement son enfant, c'est quand même d'actualité. Finalement, Bardot, on lui a imposé cette grossesse, on lui a imposé le mariage qui va avec. On lui a imposé l'accouchement à domicile. Oui, comme ça arrivait souvent à l'époque, et au final, la pauvre, elle n'a rien choisi. Et donc, ce regret d'être mère, et qui commence à être de moins en moins tabou aujourd'hui, à l'époque, c'était exclu. Et donc, elle a été un peu jetée en pâture par rapport à ce qu'elle ressentait dans sa maternité, ou plutôt sa non-maternité. Alors, je cautionne pas non plus, je dis pas qu'elle a eu trop raison de lâcher l'affaire avec son fils, mais quand même, on aurait pu creuser dans la psychologie du personnage, quitte à aller justement, comme tu disais tout à l'heure, remettre un petit coup de romanesque dedans, tu vois, parce que là, comme tu dis, c'est plat, parce que il n'y a pas de profondeur dans les personnages, on comprend pas trop finalement ce qu'il y a dans la tête. Moi, je suis désolée, on voit une espèce de folle hystérique à l'écran, et au final, ça dessert complètement le discours, en fait, et c'est pas du tout une série féministe, bien au contraire. C'est intéressant tout ce que tu évoques parce que quand tu utilises l'expression jeter en pâture, et c'est important aussi de parler du harcèlement qui est exercé sur Bébé et la façon dont il nous est exposé. En fait, Britney Spears, dont on a parlé, qui était suivie jusqu'à une station-service et tout, paparazzi, vous vous souvenez de ces images-là, c'était déjà le cas en fait du temps de Bébé. Mais quand je t'écoute, il y a un côté très papier glacé, très exagéré et très sensationnel. Voilà, on est là pour faire du sensationnel. Le fond, on s'en fout pourvu que la forme bouscule. Oui, donc la série veut faire du sensationnel en faisant croire qu'elle dénonce elle-même le sensationnel de la presse de l'époque. C'est n'importe quoi en fait. Donc il n'y a aucun recul et c'est en ça que c'est complètement raté. En fait, cette série, ça rend vraiment pas justice. Alors pourtant, toi et moi, on est loin d'être des fans de Brigitte Bardot, ni politiquement parlant, ni... j'ai pas vu tous les films qu'a fait Brigitte Bardot, j'en ai vu quelques-uns, puisque je suis fan de ces années-là au cinéma. Moi, je suis fan de Godard. Tu vois, comme je suis fan de Godard, forcément, Brigitte Bardot, ça m'intéresse, quoi. Et en aucun cas, là, dans la série, on creuse sur du Godard, sur le cinéma à essai. Alors, si, à un moment, son agent, qui est une femme, d'ailleurs, Olga Horstig... Anne Leni, dans la série. Oui, elle, dans la série,
elle a l'air quand même de la comprendre. De comprendre, foutez-lui la paix, à un moment elle le dit plusieurs fois, elle veut juste être libre en fait. Et on aurait pu creuser ce rôle de l'agent, qui est peut-être l'un des plus intéressants, après justement la protagoniste. Puisque elle aussi est une femme puissante. Bonjour Léa Salamé. Mais tu vois, être agent et être une femme déjà à cette époque-là, ça doit pas être courant, tu vois. Et se dire, tiens, je vais lancer la carrière d'une fille et lui donner des conseils, etc. Et ne pas la juger sur ses amourettes ou sur ses histoires de fesses, ne pas la juger si elle couche avec un homme marié, ne pas la juger si elle divorce, etc. C'est surtout sur ce terrain-là qu'il fallait creuser, il me semble. Et non, au lieu de ça, on se tapait des vieilles répliques comme celle d'Ivan Attal qui dit « Avec le cul qu'elle a, on peut tout lui pardonner ». Mais oui, comment on peut accentuer sur ça Quand elle est face à Jean Gabin dans un film. Cette réplique, on aurait dû la démonter à l'intérieur même de la série, au lieu de presque glorifier et de... En fait, j'ai un peu l'impression que cette série, elle cautionne la masculinité toxique, encore une fois. Alors certes, c'est celle de l'époque, mais celle de l'époque et celle d'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. Dans tous les cas, c'est malsain, mais profondément malsain. Ils l'ont vu comme un moyen de se faire du blé, quoi, d'en faire une nouvelle star du cinéma, l'équivalent français, toute proportion gardée, de Marilyn Monroe, Grace Kelly ou autre, et oui, d'en faire une icône qui fera rentrer des thunes. On est bien avant mai 68, hein, on est loin des valseuses et tout ça encore. Et surtout, à l'époque, on fait beaucoup de films en très peu de temps. Aujourd'hui, une grande actrice en fait aller un par an, et encore, tu vois. À l'époque, c'est à la chaîne. T'en fais plusieurs par an. Le rythme, il est infernal. Ça dépend. Hein. N'oublie pas qu'une Virginie Efira, elle en fait beaucoup. Hein. Oui, mais on va dire que... là, c'est... Peut-être que c'est son choix. Tu vois, j'imagine mal qu'on la presse comme un citron. C'est comme Elvis Presley qui a été pressé aussi, tu vois. Il y a plein de grandes figures comme ça à l'époque qui ont vraiment subi... plus que vécu leur carrière finalement, à force de trop. C'est toi la salope, hein? Tu réponds pas mais je t'ai reconnu. T'as pas honte, sale putain. S'il vous plaît, madame. T'as pas honte. T'as pas honte d'exciter tous les hommes avec tes nichons. Avec ton cul. Avec tes petites moules, petites connasses. Arrête. Je vais te crever une salope. Tu vas voir ce que je vais te faire. Donc le comportement de la presse à scandale, on en a parlé. Les injures qu'elle se prenait dans la tronche, hein, on l'a traitée de pute. T'as pas honte comme ça de montrer ton cul et tes seins? Voilà ce qu'elle se prenait aussi quand elle sort de cette clinique, notamment pour faire un check-up au niveau... Et de savoir au-delà de ça si elle était enceinte ou non. Voilà, c'était une société aussi, tout le monde n'aimait pas bébé. Loin de là. C'était tellement tumultueux et agité qu'elle avait besoin de s'isoler. Et c'est là où, c'est une des parties qui intéresse le plus Alex, les lieux que l'on arpente dans la série Bardot, entre les lieux de tournage et sa fameuse maison à Saint-Tropez, la Madrague. Quel regard tu portes un peu sur tout ça? Alors c'est peut-être les plus belles images de la série, même si ça aurait pu être encore plus esthétique. Au final, le fait que son petit coin de paradis devient presque un enfer parce que tout le monde vient chez elle. Elle en arrive même à construire un petit muret. En fait, pour la petite histoire, elle a eu l'autorisation. Sinon, en fait, tout le monde était tout le temps en train de mater sur sa terrasse, quoi. Et ça vient justement dénaturer des lieux comme ça, des petits villages qui, à la base, sont plutôt tranquilles. J'imagine par exemple la villa de Georges Clooney sur le lac de Côme en Italie, à la base un petit village tranquille. J'imagine le carnage que ça doit être, quoi. Oui, non, en fait, les lieux de tournage ne sont pas assez sublimés. On aurait pu en faire quelque chose de sublime, et c'est pas le pauvre petit filtre, le pauvre petit traitement photographique qui sauve un peu l'œuvre ici, malheureusement.
On se sert même, je sais pas si le son, la musique t'a interpellé également. J'ai noté au niveau de l'épisode 5, pardon, je commençais sérieusement à en avoir marre de la série, on se sert du thème du mépris. Oui. Et bébé parle de son envie de mourir et j'ai noté scène vraiment pas top, mettre une musique mythique d'une scène mythique sur la scène d'une série qui ne l'est pas. J'ai trouvé ça grossier. Je me demande même comment on a pu accepter une chose pareille. Mais qu'en pense Jean-Luc Godard? C'est pas possible. Je pense qu'il était encore en vie en plus au moment du tournage. Mais non, en fait, il est mort récemment. Il est mort en 2022. Godard est décédé en septembre 2022. Oui, ouais. Mais je pense qu'il aurait fait un malaise, le pauvre. C'est possible. Peut-être que lors de la diffusion, il est parti une deuxième fois, je ne sais pas. On peut pas utiliser une musique comme ça, une musique mythique, sur une bouse télévisuelle pareille. Pardon, mais on peut pas faire ça. C'est pas possible. Tu peux pas mélanger la gastronomie avec un plat surgelé. Tu vois, c'est pas possible, c'est pas concevable. Et du coup, c'est risible. Quand j'ai entendu les premières notes, je me dis c'est pas possible, ils ont pas osé. C'est déplacé. Voilà. Je crois que ta comparaison à l'instant est aussi mythique que celle de Karim Benzema, qui est en bisbille avec Olivier Giroud et qui disait on compare pas une Ferrari et une Twingo. Je sais plus ce qu'elle avait utilisé, une Twingo. Une Twingo. Voilà, mais non, mais c'est Shakira qui dit ça dans sa chanson. Non, tu confonds avec Gérard Piqué et Shakira. Oui. Moi, je te parlais d'autre chose. Ah d'accord. On n'a pas la même ref, hein, Junior. Non. Un karting et une Formule 1. Voilà, c'était ça la formule de Benzema. On compare pas un karting et une Formule 1, sous-entendu. Il est la Formule 1, Giroud c'était un karting. Bref. Bon, la Twingo ou la Ferrari, Shakira Piqué, ça marche aussi. Mais bon, vous m'avez compris. Juste un truc, le traitement de Alain, l'homme à tout faire de bébé, et le fait d'avoir injecté comme ça une histoire LGBT, en l'occurrence une histoire d'amour entre deux hommes, où l'un d'ailleurs se sert de l'autre jusqu'à enrôler l'autre. Bref, je sais pas ce que tu as pensé de cette histoire secondaire. Est-ce qu'elle t'a intéressé ou au contraire c'est au même niveau que le reste ? L'idée de base aurait pu être intéressante. On en revient toujours là, mais c'est pas traité peut-être de la bonne manière. Et pareil, au bout d'un moment, on se dit mais le pauvre type, il voit pas qu'il est utilisé, tu vois. Il y a aucun intérêt, on le voit. Et c'est comme bébé avec Gilbert Bécaud. Tu te dis mais ouvre les yeux. C'est pas possible d'être aussi naïf. T'es en train de nous dire que dans l'écriture, les personnages sont crétins parfois. Oui, ils sont ridicules, parce que ça sent la trahison à plein nez. Et puis aussi, est-ce que c'est pas aussi montrer justement que c'est pas sincère l'homosexualité, tu vois, par extension, et de se dire ouais, ils sont tellement tordus, les LGBTQ++, que au final c'est des histoires tordues. Tu vois, ça, encore une fois là, ça vient pas rendre justice à la communauté. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est terrible. C'est comme, en fait, on nous livre quelque chose de caricatural, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu droit à la même chose avec ce truc synonyme de mort à base de Philadelphia, Dallas Buyers Club. Et là, on nous met un personnage qui a une place importante auprès de bébé, et c'est grotesque. Ah oui, mais les gays, ils s'entubent entre eux, quoi. Oui, voilà, c'est comme pour dire, attention, il y a danger. Il y a danger pour l'infidélité quand ça concerne bébé. Il y a danger quand c'est une relation homosexuelle. Voilà, on vient un peu juger finalement, indirectement, même peut-être inconsciemment. Et c'est pas futile, c'est la facilité caricaturale, et en 2023 on a quand même besoin d'autre chose, quoi. On peut montrer des relations, qu'elles soient homosexuelles ou pas, et que en fait finalement ça se passe bien, quoi, tu vois, sans qu'il y ait des histoires de maladies ou de trahison, ou de trucs de profit. Direction de cercueil, forcément, oui, pour l'un des deux. C'est pénible. On est tout à fait d'accord. Depuis Jean-Loup, j'avais jamais vraiment aimé un autre homme. Je parle d'un amour vrai. Un amour qu'on espère pour toujours. Samy est tendre. Il est profond. Il est l'homme de ma vie, je le sais.
Je le sais, alors je vais divorcer. Samy va quitter sa fiancée. Je me fiche du scandale, d'être traînée dans la boue par tout le monde. Mauvaise mère, mauvaise fille. Bébé, la putain, fait encore des siennes. Rien ne compte pour moi que lui. Voilà. Arrive. Voilà, Alain. Ce sont les derniers secrets que vous allez pouvoir vendre. Ça vaut très cher. Vous faites pas rouler. J'ai pas utilisé le terme tout à l'heure, mais elle a quand même été victime évidemment de slut-shaming, hein, Bardot. On l'a dénigrée. Elle, c'était que ce soit au niveau de ses parents ou de la part d'autres femmes qui la traitaient de pute. Enfin, il y a toujours cette considération du corps et le regard posé sur le corps. J'aimerais beaucoup avoir ton regard, Alex, sur comment on la filme, Bardot, sachant en plus que l'ouverture du pilote, c'est une Bardot sexy qui danse. Au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, la Bardot sérielle, elle est décrite et dépeinte comment ? Bah écoute, c'est simple. Je pense qu'à l'époque, elle était filmée par des hommes pour des hommes. Que cette série, malheureusement, même si c'est une œuvre à la base mère-fils, on est toujours dans le même état d'esprit. Cette série, c'est quand même un regard d'homme pour les hommes. Mais il y a Daniel Thompson pourtant. Oui, mais bon, elle a fait quoi ? Elle a été scénariste pour des films comme La Grande Vadrouille ou... Enfin, elle a plus de 80 ans. Excuse-moi, mais elle a peut-être pas forcément des idées fraîches comme on a envie d'en voir aujourd'hui. Ça fait très franchouillard, très tradi, très lisse, très vide presque. Enfin, voilà. Malheureusement, on la montre comme une proie, comme un morceau de viande. Bon. Alors qu'elle est sublime et on pourrait la montrer autrement. On l'a pas dit que Julia de Nunez a un charme fou, qu'elle a du talent. Et on n'accentue pas. Alors aussi, à un moment, il y a quelques scènes où on accentue sur le fait qu'elle aime marcher pieds nus, qu'elle aime bien être décoiffée au vent, porter des robes Vichy ou des robes à fleurs. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien. C'est ce côté-là qui fait que j'aime cette époque-là. Les tenues, elles sont très jolies, tu vois. Et on voit bien la différence, mais que... Non, on la voit pas assez, je trouve. La différence entre Bardot sur le tournage, ultra sexy, une bombe atomique, et Bardot qui a la madrague et puis qui est pieds nus, jupe Vichy, chapeau de paille, les cheveux au vent, et qui se détend, quoi, un peu en mode bohème, plus qu'autre chose. Moi, j'aurais voulu voir une Bardot plus authentique, pas la star façonnée par les hommes et pour les hommes. J'aurais voulu voir Bardot, la femme pieds nus, cheveux au vent, qui pense par elle-même, qui est libre, qui vit ses amours comme elle a envie de les aimer, qui les envoie chier quand il y a besoin d'envoyer chier un mec, tu vois. Mais pas cette pin-up écervelée. Parce qu'à un moment, je sais plus si c'est... Je sais plus lequel de ses amours, parce qu'il y en a tellement finalement. Hein, oui, il y a eu Samy Frey aussi d'ailleurs que j'ai oublié. Oui, c'est Samy Frey. Eh ben non, c'est pas lui. Donc Samy Frey. Qui se bat avec Charrier. Ouais, mais je sais plus si c'est Jacques Charrier qui lui dit de toute façon t'es qu'une écerveleuse. Non, c'est Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant, pardon. Qui lui dit de toute façon t'es qu'une écervelée, t'es une actrice. Tu fais la pin-up, etc. Il lui dit à un moment, il lui claque dans les dents quand il découvre qu'elle est infidèle. Et c'est ça le problème de cette série, c'est qu'on la voit trop comme ça et pas assez dans son intimité la plus sincère. C'est vrai ça manque de sincérité et qu'on est toujours dans le too much au point que dans le dernier épisode j'ai noté, alors que c'est pas joyeux, hein, tentative de suicide numéro 30 de bébé à base d'alcool plus médoc et balade dans la forêt. Enfin, même en l'écrivant comme ça sur des notes, ça en devient risible, quoi. C'est ça qui est terrible. On n'avait peut-être pas besoin de raconter ces épisodes-là parce que tout le monde est au courant, hein, ça a tellement fait la une des journaux à l'époque que même nous, si on n'est pas de cette époque-là, bah on le sait, tu vois, c'est connu en fait, ça fait partie du mythe bébé aussi, tu vois, comme le mythe Monroe, bah il y a le mythe bébé et on le sait, tout ça, c'est question de dépression, d'addiction, de fausse couche ou d'avortement, tu vois, on le sait.
Pourquoi enchaîner sur des trucs qu'on sait déjà? Pourquoi ne pas montrer une autre facette qui rend davantage justice, tu vois, à la femme qu'elle a été, et d'ailleurs qu'elle est encore, puisque... Oui, il a 88 ans aujourd'hui. Oui. J'imagine qu'elle était pas trop en état pour regarder, mais peut-être qu'au final, elle a quand même regardé, tu vois. Oui, on ne l'a pas précisé en introduction, c'est important que vous ayez à l'esprit que les Thompson, en fait, comme c'est une personnalité publique, pouvaient se pencher sur son cas, même sans son accord, ils lui ont demandé. Elle n'est pas fermée, elle n'a pas dit non, elle a laissé faire, et elle a précisé qu'elle ne voulait aucunement être impliquée, qu'elle est loin de tout ça, de tout ce qui concerne le show business et tout. Elle voulait pas être impliquée de quelque façon que ce soit. Et j'ai lu d'ailleurs dans certains articles où elle a une formulation un peu plus dure. Elle dit: je connais ma vie, j'ai pas besoin de l'avoir retranscrite dans une fiction, quoi. Oui, bah elle a pas tort, parce que finalement, si elle voit comment on traite son image, bah ça, y a de quoi être furax en fait. Je suis d'accord. Je trouve que on a su mieux se placer du côté de celle qui subissait en fait son image de bimbo, son image de pin-up, son image sexy. C'est plus dans Pam et Tommy, je trouve, avec l'incarnation de Lily James. On se plaçait vraiment du côté de Pamela Anderson. Regardez cette série, elle est sur Disney+, on en avait parlé ici avec Franck. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait un grand tour. Est-ce que tu as une chose à ajouter sur cette série avant qu'on se quitte, Alex? Bah non, écoute, on a fait le tour, on s'est bien défoulé, on a bien dit tout ce qui n'allait pas. Mais Julia de Núñez se débrouille très bien, je lui souhaite vraiment une jolie carrière derrière. Bah oui, écoute, moi j'espère qu'on la verra dans quelque chose qui sonne plus juste, avec des partenaires un peu meilleurs aussi, quoi, tu vois. Et c'est une mini-série, pourtant il pourrait y avoir une saison 2, à aucun moment on a exploré Bardot-Gainsbourg, tu sais, toute cette période-là. C'est vrai, bah on pourrait, parce que là ça commence en 49, ça finit en 60, on pourrait aller un peu plus loin, voir davantage sa carrière de chanteuse par exemple, ouais. Mais pareil, attends, avec Gainsbourg, ils vont remettre une couche de grossièreté, de vulgarité. Non, ça serait trop gros, en fait, là, tu vois. Je sais pas. Je ne sais pas si tu as vu ce film, Alex, mais si tu souhaites voir cette partie-là adaptée, il y a un film qui était sorti il y a quelques années de Johann Sfar et qui s'appelle Gainsbourg, vie héroïque. Oui. Où Bardot était incarné par qui? Bah, je ne sais plus. Laetitia Casta. D'accord, mais je n'ai pas vu le film. Moi, à la base, Gainsbourg, c'est tellement pas ma cam, tu vois. Moi non plus, j'ai pas vu le film, mais en tout cas, c'est pour ceux que ça intéresse. Je préfère le poinçonneur des lilas quand il était très très jeune et pas encore trop vulgose, tu vois. Le reste, Ça a le mérite d'être clair. En tout cas, on vous laisse vous faire votre propre opinion. Je vous rappelle que la fiction Bardot est disponible sur France.tv gratuitement jusqu'au 15 août 2023. Et pour ceux que ça intéresse de découvrir la vraie bébé dans les longs métrages cités dans la série, sachez que vous pouvez toujours la redécouvrir dans 3 films: Le Trou Normand, La Vérité et le film Voulez-vous danser avec moi. Voilà, ces 3 films sont dispo gratuitement sur cette même plateforme France.tv. Tu le savais, Alex ? Pas du tout, tu m'en apprends une belle et je pense que je vais aller y jeter un coup d'œil. Voilà, profite. Alors, au moment où on enregistre, il n'y a que 2 films sur les 3 qui restent jusqu'au 1er juillet. Il y en a un qui va sortir là au 31 mai. Je sais plus lequel. Je crois que c'est La Vérité qui sort le 31 mai de la plateforme, qui quitte la plateforme. Donc voilà, vous pourrez quand même en découvrir 2 sur les 3. La saison des séries, c'est déjà fini. Un grand merci Alex d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. Bah merci à toi de m'avoir réengagé, Junior, ça fait toujours plaisir. Voilà, je te reprends mais en CDI cette fois, ça te va? Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou du spin-off Un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait, et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!